à chaque fois, vous voyez que cette université d'été de la e-santé, elle évolue, de plus en plus connectée, et elle innove. Et l'université, elle donne cet exemple en matière de connectivité, d'interactivité, on l'a vu toute la journée. Et cette interactivité, cette connectivité et tous les objets qui nous entourent aujourd'hui, eh bien, ce sera le cœur de réflexion des 2 jours qui vont suivre, également de cette soirée, alors que les objets, connectés se multiplient et qu'ils nous observent réellement toute la journée. Ces objets aujourd'hui peuvent voir combien de points on fait, combien de pas également on fait dans notre journée. Ils peuvent voir notre tension. On a vu tout à l'heure ici sur ce même plateau qu'ils allaient voir le BNP contenu dans notre sang. Ils regardent avec des tablettes ou des webcams si on a bien pris nos médicaments, si on l'a pris à l'heure donnée, si on a bien dormi ou si on n'a pas bien dormi. Si besoin, ils nous font rappeler par une infirmière, ils peuvent nous faire rappeler par un docteur, ils peuvent faire notre éducation thérapeutique. Ils peuvent faire beaucoup de choses, ces objets qu'on va découvrir pendant 2 jours, mais surtout, je trouve qu'ils nous interrogent, parce qu'ils nous interrogent sur ce qu'ils font, ils nous interrogent sur les nouveaux acteurs qui rentrent dans ces marchés de la e-santé. Il y a beaucoup de start-up, mais vous allez voir que pendant ces 2 jours, on va beaucoup parler également des grands de l'électronique et de l'informatique qui n'ont pas mis un pied, mais vraiment les 2 pieds dans le secteur de la santé, à savoir des gens comme Apple, des gens comme Google, des gens comme Samsung, qui aujourd'hui deviennent des grands leaders de ce secteur, alors qu'ils y étaient inconnus il y a encore quelques années. On a un assureur français, on en parlera, qui pour la première fois propose à ses clients de santé, s'ils font un minimum de marche chaque jour, et bien sûr s'ils communiquent le nombre de pas qu'ils font chaque jour, eh bien de recevoir des chèques de réduction ou des chèques cadeaux. Ça interroge aussi d'un point de vue éthique sur nos données de santé. Et ces objets viennent interroger les professionnels de santé, les industriels et les pouvoirs publics parce que les rôles de chacun sont en train d'être redessinés avec ces objets. Qui prend les données de santé? Qui les stocke? Qui les analyse? Qu'est-ce qu'on va sortir comme analyse de ces données de santé? Ben voilà, ce seront quelques-unes des questions qui vont être abordées tout au long de cette université. Et vous pourrez voir, comme à chaque fois, beaucoup d'évolutions technologiques également, que ce soit dans le showroom, qui est une nouveauté de cette année, ou sur ces plateaux télé, ou sur ces plateaux de table ronde. Sachez, comme vous le rappelez Philippe Leroux, que tous les débats, les plateaux télé sont filmés, captés, sont rediffusés tout au long de l'année. Mine de rien, en une première année, même pas en 9 mois de première diffusion, on est à plus de 10 000 vidéos déjà regardées sur comment la web télé de la e-santé, ce qui n'est pas rien du tout. Et donc, on va essayer d'être à nouveau vitrine de l'innovation et des objets connectés ici à Castres pendant 3 jours. Et parmi ces objets, on va en voir un tout de suite que certainement peu d'entre vous ont vu jusqu'à présent, ont touché, ont manipulé ou ont même réussi à mettre sur leur nez. On va faire des jaloux ce soir et si on peut le voir, c'est parce qu'on a un parrain qui est IMS, Intermédia Sud, qui nous permet d'avoir cette présentation directe ce soir. On va pouvoir voir en direct ce que sont ces fameuses Google Glass, c'est-à-dire les lunettes créées, inventées par Google. Et va me rejoindre tout de suite Guillaume Campion de la société AMA, qui est une société bretonne, qui a eu, on peut dire, la quasi-exclusivité du développement de ce produit pour les lunettes en France. Il va nous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais on va les montrer tout d'abord, Guillaume. Ces fameuses lunettes, c'est quoi? Voilà, j'en prends une avec moi. Hop, on va les montrer, vous allez voir à la caméra, c'est extrêmement impressionnant. Je vous laisse les décrire. Bonsoir. Donc effectivement, les lunettes sont fabriquées par Google. Ici à l'arrière, si on peut les montrer, en fait c'est le plus simple. Ici à l'arrière, il y a la batterie, toute cette partie-là. Là, on a un bouton, alors c'est pas un bouton, c'est de l'ostéophonie, donc ça va faire vibrer la cavité osseuse derrière l'oreille, et c'est comme ça que se conduit le son. On a ici, hop, alors je ne sais pas si on va le voir, c'est noir sur noir. Le petit point, c'est un capteur qui fait à la fois micro et qui voit aussi si l'œil est ouvert ou fermé, qui permet aussi de faire des commandes avec un clin d'œil. Donc faire un clin d'œil pour prendre une photo, par exemple. Voilà. On a sur le côté, ici, toute cette partie-là est un pavé tactile, donc ce qui me permet effectivement de naviguer comme ça dans les menus, en haut, en bas, à gauche, à droite. On tourne encore un peu. Hop, on arrive sur les parties intéressantes. Là, ici, j'ai un capteur photo-vidéo 5 mégapixels à 720p. Donc 720p, c'est le premier pas de la HD. Et pour finir, il y a un petit écran, on va le basculer vers l'avant. J'ai un petit écran LCD qui est ici à l'intérieur et qui, par un jeu de réflexion, notamment ici un miroir, va s'afficher là sur le prisme. Donc du coup, on parle de lunettes en français, on parle de lunettes connectées,
Il n'y a pas de verre en fait. Alors effectivement, d'où le nom en anglais c'est Google Glass et pas Glasses. Effectivement, il n'y a pas de verre, il y a juste un prisme en plexiglas qui permet d'afficher l'information. Donc pour ceux qui ont des lunettes, il est aussi possible de clipser ces verres de contact, ces verres de vue, et puis il existe aussi des modèles avec directement toute la monture classique de lunettes. Guillaume, je vais faire des jaloux, je vais vraiment faire des jaloux, parce que je vais les mettre sur mon nez, ces Google Glass. Allez-y. Donc toutes les commandes sont doubles, hein, tactiles et vocales. Donc, alors là, je les ai sur mon nez, démonstration à l'aveugle. Je fais quoi? Je leur dis allume-toi ou... Donc normalement, il faut faire juste un petit tap, sur tap. le côté. Hop, je fais un petit tap, l'écran s'allume. Alors je ne sais pas si on peut zoomer sur mon œil. Voilà, vous ne le voyez pas, mais moi j'ai un écran. Je vous vois maintenant, j'ai un écran entre vous et moi, et qui me dit de dire OK Glass. Ah ben voilà, il m'a entendu tout de suite. Et j'ai un menu, et donc quand je baisse ma tête, c'est comme un menu bar, je descends le long du menu. Et quand je monte la tête, je remonte. Il me propose plein de choses. Alors je vais dire Google. Alors, Google, le problème c'est qu'elles ne sont pas connectées sur Internet ici. Elles ne sont pas connectées, donc il ne va pas voir. J'ai pas mis alors si je lui dis take a picture, il s'est éteint. Voilà. OK Glass, take a picture. Et voilà, hop. Il vous a pris en photo. Et je vais pouvoir envoyer la photo de l'université d'été de Castres-Mazamet sur ma page Facebook immédiatement. Sur Twitter, sur Facebook, par email, par SMS, par MMS, on peut effectivement l'envoyer sur tous les moyens connectés qu'on a. Ouais. On peut peut-être rappeler pourquoi c'est AMA en tant que société qui a cette quasi-exclusivité, parce que ces lunettes, on ne les voit pas par centaines en Europe. On a vraiment une chance importante de les avoir ce soir pour pouvoir vous les montrer, pour pouvoir imaginer à quoi elles servent. Comment ça se fait que vous ayez, réussi à avoir cette quasi-exclusivité? Alors, parce qu'on le vaut bien? Non, c'est pas ça. Pardon, c'est pas le bon produit. Non, plus sérieusement, on travaille. Donc AMA a été créé en 2004 par Christian Guillemot, donc un des 5 frères Guillemot. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont donc une famille bretonne qui a créé effectivement Ubisoft, Gameloft, Guillemot. Les géants du jeu vidéo, des internationaux du jeu vidéo. Ubisoft, c'est le 3e mondial du jeu vidéo. C'est un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros par an. Donc ça donne effectivement un peu la taille. Donc par rapport à là, on développe nous pas mal d'applications. On travaille donc aujourd'hui, on se retrouve sur la médecine et sur la santé, mais on développe aussi beaucoup d'applications en dehors de ce monde-là. On les publie à la fois sur l'App Store, sur le Google Play. Donc on travaille depuis longtemps avec Google. On est, puisque le monde, la France, c'est bien, mais ça suffit pas. Donc même si on est en Bretagne, on est à peu près tous les 2 à 3 mois dans la Silicon Valley à faire le tour des grands. Et puis tous les 2 fois par an en Chine, Corée, Japon. Et c'est lors de ces voyages-là, effectivement, on a des relations assez proches avec Google. On peut aller à la fameuse conférence Google I.O. à laquelle j'étais la semaine dernière. Et c'est lors de ces conférences qu'effectivement on peut s'inscrire. L'inscription, c'était en 2012, quand ils ont présenté les lunettes. Elle était réservée aux sociétés basées aux États-Unis. Alors il se trouve qu'on a un petit bureau aux États-Unis. Et qu'après, on a pu demander effectivement l'autorisation à Google de pouvoir les amener en France. Et donc là-dessus, il y a toute une discussion. Parce que le produit n'était pas normé CE, etc. Donc on a pris la responsabilité sur nous, et on a pu les ramener comme ça en France. C'était surtout, en fait, on a défendu notre chance jusqu'au bout. Hein. C'est peut-être l'esprit, la ténacité bretonne et le côté obtus et borné. On a été jusqu'au bout, et donc on a pu ramener les lunettes, et à partir de là, une nouvelle aventure. Je crois que la 2e paire a touché le sol européen. Alors c'est la première ou la 2e, en fait, j'ai vu effectivement l'autre personne, on est toujours en train de regarder son billet d'avion pour savoir qui a pris l'avion en premier pour revenir. Mais ouais, ça se joue à quelques heures. Hein. Voilà un peu juste une petite précision, on a beaucoup parlé de commandes vocales, parce que bien sûr il y a un micro, la lunette m'entend quand je lui demande des choses. On a une commande tactile, c'est-à-dire que la branche de lunettes que j'ai ici me permet également de surfer sur Internet. Je vois, de changer mon menu. Alors vous imaginez, comme sur un iPhone ou un smartphone, vous faites défiler votre menu avec votre main, votre doigt. Je fais la même chose en tripotant ici ma branche de lunettes. Donc je vois toutes les photos que vous avez prises la semaine dernière, le Google Play Music, donc tout ce que vous écoutez comme disque. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore là-dessus? Ça doit être chez vous. Il voit pas mal de choses en fait sur ces lunettes. Hein. Oui, et un bel hôtel à Abu Dhabi, la semaine dernière. Il ne faut pas tout raconter. Vous pouvez déjà dire que le smartphone, c'était devenu une extension de notre bras, de notre main, et que certains, ils n'arrivent plus à s'en passer à longueur de journée. Vous imaginez ce que ça va devenir une fois que tout le monde aura ce type de lunettes sur le nez. Va nous rejoindre justement pour approfondir ce débat Estelle Bagot, on peut même s'asseoir, de la société Eliga. Estelle, on a vu là des exemples de ce que peut être demain un recrutement avec quelqu'un qui a des Google Glass sur le nez. Vous n'avez pas travaillé dans le recrutement, vous avez travaillé plus sur une problématique
médicale et de santé à laquelle répondent parfaitement les Google Glass. Alors racontez-nous un petit peu cette histoire-là. Oui, alors nous, notre métier à nous, c'est d'amener de l'interactivité entre les gens et les lieux, ou les gens entre eux, sur différents types d'usages de la conférence, du séminaire, et aussi de la formation médicale. Et c'est de là que vient notre collaboration avec le milieu médical, puisqu'on a commencé à faire des séminaires interactifs qui utilisent, dont l'objectif est d'amener de l'interactivité entre le médecin qui forme un groupe de futurs médecins ou de médecins sur une spécialité donnée. Et donc nous, on travaille avec des objets connectés au sens très large, c'est-à-dire y compris les Google Glass, mais aussi le smartphone, la tablette, le PC, la montre connectée. Et notre premier travail, nous, sur les lunettes, a été de faire que ces lunettes nous servent de support et de télécommande, en fait, tout simplement, pour faire passer le support de la formation et l'envoyer sur l'ensemble des objets connectés des gens qui suivent cette formation. Ce qu'on a fait avec la société AMA, d'où l'origine de cette collaboration avec la société AMA. Vous avez été l'un et l'autre un moment interpellé par un chirurgien, le professeur Collin, clinique Saint-Grégoire, à côté de Rennes, qui vous a demandé de répondre à une problématique. C'était laquelle ? Oui, alors en fait, nous, on travaillait déjà avec le docteur Collin sur cette partie formation médicale dans lesquelles il voulait amener de l'interactivité. Et au cours d'un déjeuner, on lui a parlé de ce qu'on avait fait sur les Google Glass, justement, pour s'en servir comme support et comme télécommande de notre application. Et il a dit, mais ça m'intéresse, organisons donc une rencontre avec cette société qui est donc AMA, que Guillaume représente aujourd'hui. Et puis, de fil en aiguille, tout ça s'est monté très rapidement et on a monté quelque chose que vous avez dû voir dans la presse au mois de février dernier, qui a été donc la diffusion d'une opération qui s'est passée à Rennes et qui était vouée à former des médecins à une chirurgie bien précise de l'épaule dans laquelle la France est assez experte, ce qui n'est pas le cas des chirurgiens au Japon. Et donc cette formation s'est passée à travers des Google Glass et une vidéo qui a été diffusée donc par Guillaume. On va voir dans quelques instants à quoi ça ressemble. En fait, le professeur Collin, il voulait filmer une opération médicale pour en faire profiter des collègues japonais. Il avait essayé avec plusieurs instruments, alors, de la grosse caméra de télévision. C'est bien, ça fait de la HD, c'est précis, mais c'est pas évident à manipuler dans un bloc opératoire. Il avait essayé avec des petites GoPro, mais c'est pas extraordinaire non plus. Finalement, la Google Glass, c'est ça, répondait à sa demande. Oui, effectivement. Le docteur Collin, qui est un spécialiste des prothèses d'épaule, avait essayé, donc il a beaucoup de demandes de formation, qui sont un peu partout dans le monde. Donc il est assez courant de montrer directement in vivo comment faire l'opération. Donc il avait fait venir une équipe de télé, et à chaque fois il se faisait engueuler parce qu'il était toujours de sa tête dans le champ et on ne voyait pas bien. Du coup, bref, tant pis, il a gardé un mauvais souvenir. Puis le bloc ne sont pas non plus aussi grands qu'un plateau de télé. Donc la fois d'après, effectivement, il a mis les GoPro. Donc les GoPro, c'est les petites caméras de sportifs qu'on peut voir notamment sur tous les sports extrêmes. Il s'en est équipé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de retour vidéo. Il ne voit pas ce qu'il est en train de filmer en temps réel. Et donc du coup, il filme. On sait bien que la chirurgie, c'est toujours très précis, à des petits endroits. Et puis après, à la fin de son intervention, 1 heure ou 2 heures, il branche la GoPro sur son ordinateur et il voit qu'il n'y a que 2-3 minutes qui sont utilisables parce que le reste, soit il filme le plafond, soit il filme ses pieds, soit il filme à côté. Donc du coup, c'est tout ce qu'il voulait avoir, c'est avoir la possibilité de voir directement ce qu'il est en train de filmer. Et après, quand on lui a dit que ces lunettes-là pouvaient aussi lui permettre d'être en interaction et d'envoyer directement ça à l'autre bout du monde et d'avoir son retour, ça l'a intéressé. Et c'est ce qu'il a effectivement demandé. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite donc, en images, à travers un petit reportage de nos collègues de Ouest France qui étaient là, qui ont pu interviewer et filmer ce qui s'était passé donc, à la clinique Saint-Grégoire à Rennes. C'est pas le bon qui est parti, c'est pas le bon reportage qui est parti, ça sera pour tout à l'heure. On va remettre l'autre reportage, vous allez voir, moins rigolo et moins fun que Gonzague TV dans le genre. Mais plus réel. Mais plus réel. Et qui répond à des voilà, application directe des Google Glass dans la télésanté, télémédecine. So, Komawa, Professor Goto, I'm very happy to have you with me. It's a real pleasure to operate with you today. Donc c'est une femme qui a 80 ans et qui souffre d'une rupture ancienne des tendons de l'épaule. Du coup, elle ne peut plus lever son épaule. C'est impossible pour elle et en plus, elle a mal. Donc on va lui mettre une prothèse. Donc grâce à cette prothèse, elle va pouvoir ne plus avoir mal et récupérer une fonction comme se manger, se coiffer, ce qui est très important à son âge.
ce qu'on va faire ce matin, c'est-à-dire que ce type de prothèse, nous, on y est habitué en France depuis de nombreuses années. Elle vient juste d'être homologuée au Japon. Donc le chef de service de Nagoya, qui est un ami à moi, qui m'a demandé s'il voulait en revoir une avant de se lancer. Donc on va en faire une ce matin, il va être en direct avec nous et on va pouvoir lui expliquer temps par temps comment il faut. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que là, les Google Glass, ce sont mes yeux. Mes yeux vont être télétransportés au Japon et le chirurgien, Goto, professeur Goto, va voir comme s'il était à ma place, exactement. Et en plus, moi ici, j'ai un petit retour écran, donc soit je vois ce que je filme, soit je vois la tête de mon correspondant et je peux communiquer avec lui. Et en plus, il peut me poser des questions via son smartphone qui vont s'afficher ici sur mon petit écran que malheureusement vous ne pouvez pas voir. Ce ne sont pas que des caméras, c'est un nouvel outil extraordinaire de réalité augmentée qui va me permettre de communiquer à l'extérieur comme si la personne était ici. D'accord. Et ça, c'est une première? C'est la première fois qu'on fait ça en Europe et c'est la première fois au monde que ça se passe entre deux continents. Il le dit bien, le professeur Collin, c'est pas qu'une caméra. C'est ses yeux, c'est une autre sensation. Oui, c'est vrai, c'est vraiment ce qui est important pour lui. Le premier, c'était d'ajouter un sens et aussi de ne pas être dérangé, avant tout. Et c'est ce qu'on a pu voir dans parce que depuis, on a fait effectivement plusieurs opérations, et à chaque fois, les chirurgiens me disent qu'au bout de 2 minutes, ils l'oublient complètement, et ils partent dessus. Donc du coup, ça lui a ajouté vraiment ce sens, effectivement, de pouvoir communiquer à l'extérieur et de ne pas être juste enfermé, parce qu'avant, à chaque fois, la chirurgie, c'est vraiment un métier où on forme dans le bloc, c'est vraiment un compagnonnage très précis, et avec une autre personne. Et là, c'est la première fois où vous pouvez effectivement montrer à une autre personne, pas seulement à la personne qui est à côté de lui, mais à d'autres personnes qui voient à travers ses yeux, et c'est vraiment ce qui l'a vraiment intéressé. Là, il y a un aspect caméra qui était évident pour montrer à travers les Google Glass à quoi ça ressemblait. Tout à l'heure, dans le premier reportage qu'on a vu, on a un entretien de recrutement avec des tas d'informations. On va chercher des photos sur la personne sur Internet avec Shazam, qui est une application d'analyse savoir pour savoir si elle dit la vérité ou pas. On va voir ses anciens employeurs. Là, on peut imaginer également que le chirurgien qui opère, on lui envoie des tas d'informations dans son écran. Oui, effectivement. Alors, là, pour le cas du professeur Collin, il est déjà spécialiste, donc il n'a pas besoin d'avoir ses planches d'anatomie, d'avoir ses rappels, mais c'est aussi les produits sur lesquels on travaille, c'est de pouvoir effectivement avoir accès au dossier patient, d'avoir effectivement l'IRM, le scan. On a eu le cas effectivement dans une opération de greffe de foie auquel on a participé, et effectivement là, lors du prélèvement du greffon, il ne savait plus trop effectivement où était positionnée telle veine. Donc du coup, la personne là a dû sortir de l'opération et regarder sur l'ordinateur. Et là, typiquement, l'idéal, ce serait que l'infirmière puisse directement lui pousser dans la lunette les éléments pour qu'il n'ait pas à quitter la table et qu'il ait toujours ses mains effectivement à l'endroit où il doit les avoir. Ça veut dire aussi qu'on en a vu un cas de chirurgie, mais qu'un autre médecin ou un spécialiste qu'on va voir, en même temps qu'il vous regarde, comme tout à l'heure dans l'entretien de recrutement, il a plein d'informations, il veut votre dossier médical ou je ne sais pas, des informations en temps réel, votre pouls, votre tension, tout ce qui est connecté. Et donc ça, c'est ce que peut voir le médecin. Et nous, notre travail, il est vraiment sur le support. Et donc, on peut pousser cette information à tout un tas de gens, y compris le groupe qui est en train d'être formé, qui peut être n'importe où, qui peut être au Japon, qui peut être dans la pièce d'à côté. Et donc, ce partage de ce que voit le chirurgien en temps réel, c'est ce qu'il est en train de filmer et puis ce qu'il utilise, lui, comme support pour avancer dans son opération. On va voir déjà une deuxième application des Google Glass en matière de santé, puisque vous travaillez beaucoup sur ce sujet, et très vite depuis l'hiver dernier. Oui. Cette fois-ci sur du soin des plaies. Cette fois-ci sur du soin des plaies, donc effectivement, depuis cette première, on a été approché par plusieurs chirurgiens, donc on s'est retrouvé effectivement à faire une greffe de foie, à soigner un anévrisme. Et là, ce qui nous intéressait, c'était de sortir un peu du bloc et d'aller effectivement dans des cas qui nous touche plus parce que c'est la vie de tous les jours et on a tous effectivement des personnes âgées dans notre entourage et dans nos familles. Donc du coup, quand le docteur Lembe de la clinique des Augustines à Malétroit est venu nous voir, donc Malétroit c'est une petite ville dans le Morbihan, effectivement c'est un gériatre spécialisé dans tout le Grand Ouest, il couvre tout le Grand Ouest et donc du coup lui effectivement a une problématique qui est de pouvoir voir, il s'est spécialisé des plaies chroniques et de pouvoir voir effectivement et de suivre ses patientes qui aujourd'hui sont obligées de faire plusieurs heures en taxi pour venir le voir avec une liste d'attente et puis un inconfort. Et là c'est l'infirmière libérale qui à terme pourra manipuler la personne chez elle et montrer donc les plaies en temps direct avec les Google Glass. On le découvre tout de suite en images. Alors, je suis chez Madame P qui présente des plaies infectées à domicile.
Voilà, très douloureuse. Alors que je ne me trompe pas, hein, c'est bien une contention multicouche ou des bandes élastiques? Non, non, c'est une multicouche à droite. La résolution est largement suffisante. On sait que si on a une résolution autour de 720p, pour nous, en tout cas, vu la qualité qu'on a là, ça nous permet quand même de donner un avis à peu près précis. C'est d'autant plus qu'on a la communication avec l'infirmière qui nous décrit la plaie. Bien, je la remercie et je lui dis au revoir. Et bien, à la prochaine consultation, on compte environ 1 mois. Ce que je voulais juste ajouter là-dessus, c'est que ce que dit le docteur Lembe, c'est qu'effectivement, il y a un retour avec l'infirmière. Il a aussi un retour avec le patient. Parce qu'effectivement, il y a 2 canaux en retour. Soit pour l'infirmière pour des informations confidentielles, soit sinon effectivement forcément avec la patiente, puisque comme il a été rappelé au début, la télémédecine, c'est effectivement, la techno n'est pas là pour couper les liens entre le médecin et le patient, mais vraiment pour pouvoir les augmenter et les rendre plus présents et plus faciles. Ouais, ça veut dire qu'il y a 4 ou 5 ans, on travaillait sur des techniques de tablettes ou de smartphones dont certaines infirmières étaient équipées, qu'elles prenaient une photo, qu'elles envoyaient la photo, qu'ensuite une infirmière spécialisée ou un médecin spécialisé leur donnait une démarche à suivre. Là, cette technologie tablette et smartphone, elle est déjà dépassée quoi, maintenant. Bah oui, de toutes les façons, c'est effectivement, c'est un peu la beauté, c'était votre discours d'introduction, c'est que l'électronique grand public et surtout la vitesse de l'électronique grand public arrive effectivement dans des domaines d'application comme la santé. Et donc ça fait 10 ans qu'on travaille dans ce monde-là, donc des révolutions. 3-4 ans, pour nous, c'est déjà le siècle passé. Donc déjà que ce soit évolué, oui, c'est normal et ça va assez vite. Après, de toutes les façons, le plus important, c'est de répondre à un usage. C'est de pas de tout centrer sur une technologie, sur un support plus qu'un autre, mais c'est de vraiment trouver le meilleur matériel qui répond à un usage. Enfin, là, on a quand même un usage. On peut manipuler la jambe, comme on a vu tout à l'heure, d'une personne. On a les 2 mains de libre. Le capteur, il devient simplement une extension de l'œil. C'est surtout ça qui est effectivement intéressant. C'est là l'innovation des lunettes Google, puisque il n'y a rien de méga révolutionnaire en termes de techno, parce qu'elles font la photo, la vidéo, elles sont Wi-Fi, Bluetooth, tout ça sont des technos qu'on maîtrise. En revanche, c'est d'avoir mis ça sur cette forme-là et d'avoir effectivement les mains libres qui rend des nouvelles fonctionnalités. Ouais, juste 1 ou 2 projets, parce que vous travaillez maintenant très très vite aussi avec cette nouvelle technologie, notamment dans le secteur des greffes. Qu'est-ce qu'elles permettent de faire de plus, ces lunettes? Alors, dans le secteur des greffes, effectivement, là-dessus, c'est un travail avec le CHU de Rennes et le service du docteur Boudjema. Sur le service, ce qu'il souhaitait, c'est qu'aujourd'hui, sur les greffes de foie, il est souvent obligé de... on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver, donc on ne peut pas envoyer une équipe vidéo, il faut que ce soit instantané et facile. Et il envoie souvent un médecin, un jeune médecin à l'autre bout de la France pour aller prélever les greffons. Et le médecin, aujourd'hui, l'appelle, une fois que le greffon est prélevé, pour lui dire quel est l'état. Donc il y a aujourd'hui une discussion au téléphone entre les 2 personnes pour savoir de quelle couleur c'est et comment ça va. Ils sont capables de prendre des photos, donc ils envoient des photos par MMS. Mais par rapport, effectivement, à rien n'est idéal. Et quand il a vu les lunettes, c'est lui-même qui a fait c'est super, il me faut ça, effectivement, pour mes jeunes médecins. Comme ça, quand ils partent chercher un greffon, prélever un greffon, en plus, dans le kit, s'ils peuvent avoir des lunettes pour pouvoir, en cas de souci, en cas de besoin, m'appeler et me montrer directement là où ils en seront beaucoup plus soulagés et on améliorera effectivement la qualité de prise en charge. C'est assez révolutionnaire, vous voyez bien, hein, donc avec ces Google Glass, on n'est pas sur une révolution uniquement technologique, mais on est bien sur une rupture d'usage, une rupture culturelle. Et donc, dans ce cadre-là, comment les soignants, les industriels, les pouvoirs publics vont-ils se positionner? Est-ce qu'on n'aura pas demain des Google Glass, des algorithmes, des applications, d'autres objets connectés qui feront une partie du travail des infirmières ou des médecins de manière quasi automatique? La question, elle peut sembler provocation vue comme ça, et pourtant, elle mérite d'être posée. Elle a été posée, et on va voir tout de suite quelqu'un qui va nous rejoindre, qui a posé cette question. Il s'agit de Gilles Babinet. Il sait de quoi il parle, Gilles Babinet, parce qu'il a créé sa première entreprise à 22 ans, première d'une longue série d'entreprises dans l'économie numérique, dans le design, dans la musique en ligne, dans les data, dans les big data. Il a été président du Conseil national du numérique. Il a été nommé Digital Champion par la ministre Fleur Pellerin, c'est-à-dire qu'il est responsable des enjeux pour l'économie numérique pour la France auprès de la Commission européenne. Je vous invite à aller voir son blog, entre autres, qui est une véritable cocotte minute à idées, parce que l'avantage des cocottes minutes, c'est que des fois la pression part, puis des fois ça explose. Et il nous a écrit sur son blog la fin du système de santé publique il y a quelques semaines, ce qui nous avait beaucoup interpellés. Et dans ce débat justement sur qui fait quoi maintenant de l'humain et des objets connectés, la question mérite d'être posée et c'est lui qui va nous apporter lui-même sa vision et sa réponse. Voilà, on lui a sa parole pendant 45 minutes. Merci, merci. C'est évidemment un plaisir d'être là et c'est un plaisir parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps maintenant. J'ai commencé à m'y intéresser
il y a 5 ans à l'Institut Montaigne. Et puis, entre-temps, il y a eu ce qu'on vient de vous expliquer, à savoir le Conseil national du numérique, puis l'Europe. Et évidemment, c'est des enjeux de politique publique qui sont tout à fait essentiels. On va y revenir. Et donc, j'ai commencé à traiter ce sujet. Et c'est amusant parce que, pour tout vous dire, j'ai lancé hier à l'Institut Montaigne un groupe de travail qui va rendre, je pense, un rapport d'ici la fin de l'année sur objets connectés et big data. Et donc, la big data, on va beaucoup en parler, c'est l'autre pendant qui est un complément des objets connectés. Je crois que c'est important que ce pays fasse émerger un débat à ce titre, parce qu'on a, comme vous le savez, un système de santé publique dont on s'enorgueille beaucoup. Ma crainte, c'est que ce système vieillisse et finalement se retrouve un petit peu dépassé par d'autres types d'initiatives. Donc je crois que c'est important qu'on débatte. Je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence, entre guillemets, d'avoir pris le risque de m'inviter, parce que mon propos n'est pas toujours orthodoxe, et j'espère que si je choque certains d'entre vous, ça ne fera qu'alimenter plus le débat. J'ai un point de vue qui est relativement radical à l'égard du fonctionnement de la santé telle qu'elle est, mais encore une fois, je crois qu'il faut parfois, à l'aune d'une révolution telle qu'on va la vivre, accepter la radicalité. Alors, c'est justement mon premier point, c'est le fait que dans la santé, mais partout ailleurs, on est en train de vivre une révolution. Vous la voyez, vous l'apercevez souvent au travers de votre smartphone. Évidemment, vous voyez que ça vous ouvre un univers tout à fait exceptionnel en termes de potentialité de service, mais ce que l'on voit, et c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup attaché à essayer de faire émerger le débat, dans tous les domaines, on voit cette révolution à l'œuvre. Si on prend quelques grandes missions régaliennes de l'État, ou même des acteurs de façon générale économique et publique, qu'il s'agisse de la santé, mais l'éducation, la production, la sécurité, tous ces domaines sont impactés par le numérique, et de plus en plus, il est nécessaire qu'on s'interroge sur la façon dont on peut refonder le fonctionnement de ces enjeux dans une logique intégrée, citoyenne et responsable. Donc, je voudrais évoquer avec vous quelques notions qui me semblent importantes, et l'une d'entre elles, qui je crois est très structurelle à l'émergence de cette nouvelle dynamique numérique, c'est ce qu'on appelle en anglais « the wisdom of crowd », la sagesse des foules, et qui je crois est la caractéristique de cette révolution. Vous la voyez au travers de Wikipédia. Wikipédia, c'est, je crois, la plus grande somme de connaissances humaines unifiées. C'est une encyclopédie, si on l'imprimait, elle ferait 115 mètres de haut, juste pour l'anglais, hein, je ne compte pas les traductions. Donc ça vous donne une idée de la puissance du savoir qui a été rassemblé ici. Il y a moins de fautes dans cette encyclopédie qu'il y en a dans Britannica. Donc on arrive à un moment dans l'histoire de l'humanité où finalement le rapport entre la masse et les experts est en train de changer vite. Je ne dis pas du tout que les experts vont disparaître, mais je crois que le rapport entre la masse et l'expert, encore une fois, va évoluer de façon un petit peu significative. Puis l'autre notion, c'est la data. C'est le fait que depuis quelques années, depuis moins d'une dizaine d'années, on est capable d'extraire énormément d'intelligence de la donnée. Et c'est assez intéressant parce que, entre autres, dans la discipline à laquelle moi j'appartiens professionnellement, qui s'appelle la big data, on utilise beaucoup des protocoles méthodologiques qui sont mis en œuvre dans l'épidémiologie en médecine. Donc comment est-ce qu'on détecte des signaux faibles sur des très grandes cohortes de données qui ne sont pas forcément unifiées? Ça, c'est quelque chose qu'on fait de façon systématique dans le domaine du marketing, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'organisation de la distribution d'énergie. De façon générale, on utilise ces notions-là de façon très efficace. Donc deux notions qui vont revenir souvent dans ma présentation, la donnée et la multitude. Et je crois, encore une fois, si vous deviez vous souvenir que d'une notion, enfin de deux notions en l'occurrence,
à l'égard de cette présentation, ça serait celle-ci, parce que je crois que c'est deux notions qui sont fondamentales et essentielles au développement de l'ère dans laquelle nous rentrons. Alors maintenant, je vais vous parler de la santé. Je vais vous asséner un certain nombre d'évidences. Moi, je ne suis pas médecin ni spécialiste du monde de la santé, mais en m'intéressant à ce monde, je me suis aperçu de choses tout à fait extraordinaires, des chiffres que vous connaissez. Le premier d'entre eux, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous savez quel est ce chiffre. C'est les dépenses de santé directes en France. Donc celles qu'on identifie de façon directe. Et ces dépenses, elles représentent 11,8% du PIB. Le PIB, c'est la richesse nationale produite. Et ce chiffre est en soi extraordinaire parce qu'il il devient extrêmement proche du budget de l'État, du fonctionnement de l'État. Le fonctionnement de l'État, c'est un peu moins de 16% du PIB, mais avec une différence majeure, c'est que le budget de l'État, il augmente de 0,5-0,6% par an actuellement, alors que le budget de la santé, et c'est vrai pour la plupart des grands pays de l'OCDE, augmente à peu près de 4% par an. Et les trajectoires tendancielles qu'on dessine montrent que dans les 10-15 années qui viennent, il n'y a pas de ralentissement. Il y a un ralentissement dans certains pays qui est suivi par des phases d'accélération en général. Et en France, en tout cas, par exemple, cette année, on considère qu'on ralentit un peu. Il est probable qu'on accélère l'année prochaine. Donc c'est tout à fait important. Et les notions qui prévalent à cette accélération, c'est en premier lieu le vieillissement de la population. Les populations de l'OCDE vieillissent à peu près toutes de la même manière, à quelques écarts près. Et donc, il y a une augmentation du coût des fonctionnements des systèmes de santé dans ces pays-là. Une caractéristique particulière à la France, c'est ça. C'est le fait qu'on dépense 70 milliards en achat de molécules. Et ça, c'est très caractéristique. Il n'y a aucun autre pays au monde qui dépense autant pour l'achat de médicaments par rapport au coût total du système de santé que la France. Et on est donc un champion avec 1000 € par habitant. Enfin, j'exclus quelques tout petits pays. Je crois que la Norvège nous dépasse. Mais mis à part ça, on est vraiment les champions. Cette particularité a des incidences nombreuses et pas toujours positives. Alors, encore une fois, je sais que certains vont contester ça, mais il y a en France 9000 médicaments, je n'ai pas dit molécules, j'ai dit médicaments, qui sont remboursés. Il y en a 3000 qui sont remboursés à taux plein. Et l'OMS nous apprend que le nombre optimal, c'est aux alentours de 350. C'est-à-dire que les pays qui font des études épidémiologiques montrent que si vous êtes à peu près sur 350 molécules, vous avez un optimal entre les effets secondaires et l'efficacité des molécules. Si vous dépassez ce nombre-là, vous commencez à avoir des effets secondaires qui sont significatifs, des impacts qui sont préoccupants, et notamment des effets long terme qui sont relativement importants. Je sais que c'est des chiffres qui sont contestés par certains d'entre vous, mais on considère que si vous prenez un protocole médical chimique pendant plus de 3 mois, vous avez 2 chances sur 3 d'avoir des effets secondaires significatifs. Et dans certains cas, on considère que les effets secondaires sont extrêmement, extrêmement dangereux. Par exemple, aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui pointent le fait que les benzodiazépines sont probablement corrélées avec Alzheimer. En tout cas, il y a corrélation, c'est évident. On ne sait pas encore s'il y a causalité. Mais en tout cas, il y a une corrélation qui est importante. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'OCDE, où on a des études qui sont quand même des études très, très sérieuses, on a des pays qui ont des politiques à l'égard des benzodiazépines qui sont très différentes. Notamment le Japon emploie beaucoup moins de benzodiazépines et a un taux d'incidence d'Alzheimer qui est extrêmement faible. Alors certains pourront dire que voilà, génétiquement, ils ne sont pas pareils, mais d'autres, dont moi, pensent que c'est aussi l'impact environnemental et notamment des systèmes de santé publique qui sont à l'origine de ça. Donc ça, c'est une caractéristique forte et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Elle n'est pas sans incidence sur l'émergence d'un nouveau système de santé. L'autre caractéristique de notre système de soins, et qui est très caractéristique au système de soins français, c'est que c'est un système post-traumatique. C'est-à-dire qu'on attend que les gens soient malades pour les soigner. Et les dépenses qui sont
des dépenses préventives, c'est 3% de la dépense totale du système de santé. Et non 10% comme on le lit souvent. Mais si vous en remettez aux chiffres de l'OMS et dans certains cas de l'OCDE, c'est 3%. Principalement pour des maladies, enfin des pathologies comme le cancer du sein et quelques autres maladies chroniques de ce type-là. Une autre notion que les statistiques de l'OMS qui sont extraordinaires, je vous invite à y aller, moi j'aime beaucoup les statistiques, mais qui sont intéressantes, c'est que dans les systèmes modernes de santé, dont la France ne fait pas exception, on a entre 14 et 18% de cas dans lesquels les diagnostics sont totalement infondés. Donc vous avez la grippe, on vous donne des antibiotiques, vous avez des nodules non cancéreux, on vous donne un traitement qui est comme si vous avez un cancer. Et ça, ce sont des choses qui sont quand même assez impactantes. D'une part, ça coûte cher, et puis évidemment, c'est jamais agréable de faire une chimiothérapie si ce n'est pas forcément nécessaire. Donc ça, c'est des notions qui sont très consubstantielles au fonctionnement de notre système de soins, et je crois qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle de le réformer en introduisant des nouveaux systèmes, et notamment des DMP, des systèmes qui sont massivement digitaux. À l'égard des molécules, je voudrais quand même dire une chose, et encore une fois, moi j'ai discuté avec des gens qui font de l'épidémiologie, qui considèrent qu'il y a une corrélation. Vous le savez sans doute, mais en France, on passe les 12 dernières années de sa vie en mauvaise santé. On a des maladies chroniques pendant les 12 dernières années de sa vie, et que lorsqu'on vous dit qu'à peu près chaque année, on gagne un trimestre de vie, eh bien, sur ce trimestre de vie, vous gagnez 2 mois en mauvaise santé et 1 mois en bonne santé. C'est-à-dire que votre temps de vie en mauvaise santé croît beaucoup plus vite que votre temps de vie en bonne santé. En particulier, en France, on s'aperçoit que le temps de vie en bonne santé a cru même moins vite que dans les autres pays de l'OCDE. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ce slide revient, il y a beaucoup de gens qui disent c'est quand même préoccupant parce qu'on considère que l'impact des protocoles de soins fait partie de l'émergence des maladies chroniques de façon très importante. Je vous parlais des benzodiazépines, il y a tout un tas d'autres molécules qui sont mises à l'index actuellement parce qu'elles ont des impacts assez forts. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que dans le monde dans lequel moi je travaille, il y a une notion qui est essentielle, qui est la data, et je l'ai dit, les méthodologies de type épidémiologie, qui permettent d'avoir ce qu'on appelle de l'historicité, et au travers de cette historicité, d'augmenter d'une part la qualité de diagnostic, et d'autre part de rentrer dans la médecine préventive. Et quand vous faites ça, eh bien, vous changez complètement la perception des choses, vous la changez de façon totalement radicale. L'exemple, pour moi, qui est le plus intéressant, c'est une zone qui est rentrée dans l'OCDE il y a maintenant 5 ans, et qui nous permet d'avoir des études statistiques qui sont assez intéressantes, c'est Grand Shanghai. Grand Shanghai, c'est la communauté de communes qui se trouve autour de Shanghai, c'est 45 millions de personnes, et alors, l'OCDE n'a pas encore publié de rapport à proprement parler sur le système de santé de Grand Shanghai. Ils y travaillent, ça y viendra, mais on a quand même des études qui ont été faites, qui sont tout à fait passionnantes. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette région? Eh bien, on a installé un des seuls DMP qui fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une culture relativement impérative dans ces zones-là, et on a pu créer un système relativement unifié, et puis aussi parce que comme dans beaucoup de lieux en Chine, auparavant, il n'y avait rien, et donc on n'a pas de legacy, d'histoire, enfin de préalable, qui fait que c'est compliqué d'installer quelque chose de nouveau. Et Grand Shanghai, c'est une région qui est unique parce que ce qu'on apprend en discutant avec les gens qui s'occupent du système de soins, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est le seul endroit, à ma connaissance, sur Terre qui a réussi à augmenter la qualité mesurée des soins avec une diminution du coût des soins. C'est unique, ça n'existe pas ailleurs dans l'OCDE. Et ce que vous disent les gens qui sont responsables de systèmes de soins, c'est qu'ils vous disent, finalement, on a fait ça parce qu'on a été capable d'accroître la qualité du diagnostic et, dans une certaine mesure, je pense que c'est vraiment le tout début de ça, d'arriver à personnaliser les protocoles de soins. C'est-à-dire de dire, en fait, un exemple qui est très simple, c'est une chose que j'ignorais totalement, c'est il y a des gens qui n'ont jamais la grippe,
qui n'ont absolument jamais la grippe. Et en France, on a une politique publique qui consiste à dire, au-delà d'un certain âge, on essaye de vacciner systématiquement les gens. Ce n'est pas forcément nécessaire, et autant un vaccin de la grippe, c'est à peu près anodin, autant dans d'autres cas, on pourrait adapter des protocoles, par exemple la quantité d'antibiotiques qu'on vous distribue, on pourrait les personnaliser. Et je me suis aperçu d'une chose très étonnante en discutant avec des gens qui travaillaient sur les protocoles de soins, c'est qu'il y a plus de personnalisation des protocoles de soins chez les vétérinaires que dans la médecine traditionnelle. Alors, encore une fois, je sais que ça va être contesté, parce que j'ai déjà eu l'occasion de faire cette conférence, il y a des gens qui vont me dire que ce n'est pas vrai, mais dans les protocoles qu'on utilise dans le monde des animaux, eh bien, on les dose en fonction du poids de chaque animal, mais pas seulement, en fonction aussi de notions qu'on acquiert comme l'acidité de l'estomac, etc., etc. Et on change complètement le protocole d'un animal à l'autre. Donc c'est des choses qui sont moins présentes dans notre système de soins. Et pourquoi ? Parce qu'il faut arriver à faire en sorte que les données soient disponibles. Et vous imaginez bien que le droit des vaches à exiger que leurs données soient personnelles n'est pas forcément aussi critique qu'il peut l'être, en tout cas dans des pays de culture continentale comme la France, par exemple. Donc ça, c'est compliqué et ça repose pourtant totalement sur la donnée. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est non manichéenne, mais qui a tendance à devenir manichéenne, où d'un côté, il y a risque d'abuser des données, et de l'autre, il y a risque d'avoir un système médical complètement désuet en fonction de la façon dont on décide l'usage que l'on peut faire des données. Sachant que, vous le savez, à partir du moment où je commence à rentrer dans vos données, on peut lire à livre ouvert dans ce que vous êtes. J'ai discuté avec des gens qui travaillent au Bellevue Hospital à New York et qui disent un truc absolument extraordinaire. Alors, je ne suis pas encore une fois médecin, mais je pense que certains d'entre vous vont comprendre beaucoup mieux que moi. Mais il y a à peu près, je crois, 20% des gens qui ont un lobe de l'oreille détaché. Donc vous pouvez attraper votre oreille. Ceux qui ne peuvent pas tirer sur le lobe, vous avez un lobe attaché. Les autres, vous avez un lobe détaché. Moi, j'ai un lobe détaché, par exemple. Ça, c'est un signal épigénétique fort. Vous savez, cette discipline qui active ou désactive des gènes en fonction notamment de l'environnement. Eh bien, ce que me disait ce médecin, enfin ce scientifique, c'est qu'il me disait, ça, c'est un facteur qui est lié à des capacités à résister ou pas à certaines maladies. Voilà. Et le simple fait d'acquérir votre réseau social me permet de voir si vous avez un lobe attaché ou détaché. Et de même, ce qu'on appelle les machines, les machines en big data qui font ce qu'on appelle du learning machine, sont capables de détecter des signaux que vous ne verrez pas. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs qu'en big data, il n'y a pas de causalité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est l'origine du diagnostic. On dit, voilà, dans 3 mois, il faut que vous alliez chez le médecin parce que vous risquez d'avoir un cancer. Et on ne sait pas forcément quelle est l'origine de ça parce qu'on a du mal à détecter l'origine du signal. On ne sait pas que c'est le lobe, le fait d'avoir repéré que vous avez un lobe qui vous permet de faire ce genre de choses. Donc la data est extrêmement puissante à cet égard et potentiellement on peut en abuser parce qu'on peut savoir des choses. Si votre assureur tombe là-dessus et qu'il voit que vous êtes génétiquement prédisposé à tomber malade, eh bien évidemment, il va être tenté d'augmenter dans certains pays le coût de votre système de santé. Alors, la data permet des choses intéressantes. Je pense que vous avez tous entendu parler de Google Flu. Donc, Google Flu, c'est un système qui, en fonction de ce que vous tapez dans Google, permet de détecter l'avancée de la grippe. Alors, je le dis tout de suite, je sais que Google Flu a été contesté pour avoir fait des erreurs, notamment parce que les gens voyaient que Google parlait de la grippe et donc ils vérifiaient qu'ils n'avaient pas les mêmes symptômes de la grippe. Et il n'en est pas moins que c'est je crois, quelque chose qui est tout à fait extraordinaire et qui est aujourd'hui utilisé pour détecter d'autres pathologies que la grippe, des pathologies qui, évidemment, se répandent vite. Et le dispositif a été corrigé de ses principaux défauts
aujourd'hui, je crois. Et ce que l'on voit, c'est qu'ils coûtent bien moins cher que les systèmes de veille traditionnels qui sont mis dans les différents pays pour détecter l'évolution de la grippe et d'autres maladies. L'autre notion que je voudrais évoquer à l'égard de la médecine numérique, c'est tous ces enjeux de la big data. Alors vous avez sans doute tous entendu parler de Watson. Watson, c'est un ordinateur, c'est un peu du numérique façon grande entreprise, c'est-à-dire avec des gros ordinateurs, avec des cordes de données qui sont préinstallées dans l'ordinateur, etc. Il n'en reste pas moins qu'il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites sur la qualité du diagnostic de Watson et que globalement, on a une capacité à avoir une précision de diagnostic qui est très supérieure à ce que peuvent faire les médecins normaux, les médecins moyens. Alors évidemment, si vous prenez un spécialiste de telle maladie et que vous mettez un patient devant qui est susceptible d'avoir telle maladie, pour le moment, c'est un peu comme aux échecs, le médecin spécialiste est toujours meilleur que Watson. Mais d'une façon générale, et en particulier pour détecter les maladies rares, Watson est extraordinaire et meilleur qu'un médecin moyen. L'objectif de IBM, c'est évidemment de mettre Watson en mode SaaS, accessible depuis n'importe quel ordinateur, et de faire en sorte qu'on puisse améliorer la qualité du diagnostic des médecins moyens. L'autre notion, je crois, qui à l'égard du système de santé doit absolument être évoquée, c'est le séquençage de l'ADN. Premier séquençage de l'ADN, 24 décembre 1999, donc au tournant du millénaire, coût entre la recherche publique et la recherche privée, 1 milliard $. Il y a 3 mois, il y a 2 mois et demi, coût du séquençage de l'ADN vient de passer les 1 000 $. Donc l'année prochaine, on devrait être aux alentours des 250-300 $. On ne pourra plus ne pas tenir compte de l'ADN dans le système de santé. Ou alors, ça serait vraiment une perte d'opportunité tout à fait considérable. Parce qu'au travers de l'ADN, vous avez la façon dont vous raisonnez par rapport aux protocoles médicaux et de fait, une capacité, encore une fois, d'éviter la médecine traumatisante de façon tout à fait considérable. Donc tout ça est à base de data, tout ça repose massivement sur la data. Et cette notion va être évidemment augmentée par tous ces capteurs dont on vient de vous parler, qui commencent à être très très largement disponibles. Alors, moi je m'intéresse beaucoup à ces enjeux de capteurs. Vous connaissez tous les capteurs qui vous prennent la tension, le pouls, etc. etc. Mais je ne sais pas si vous savez qu'il y a des capteurs non invasifs qui sont capables aujourd'hui, en laboratoire, de vous donner votre taux de glycémie. Ou qui sont capables de vous dire le taux de je ne sais plus si c'est de l'O2 ou du CO2 que vous avez dans le sang. Et ça, ce sont des capteurs qui auparavant étaient des capteurs qui coûtaient extrêmement cher. J'ai un copain qui travaille actuellement sur un échographe en mode open source, c'est-à-dire tout le monde serait capable de reproduire ça, qui se connecte à un smartphone. Et ce monde est en train d'arriver. Et pourquoi est-ce qu'il est en train d'arriver? Parce qu'il bénéficie de ce phénomène très caractéristique du monde du numérique, qui est de faire en sorte que la recherche est collectivisée, notamment grâce à l'open source, et on a un phénomène qu'on appelle glocal, c'est-à-dire où vous avez toute l'énergie de contribution en matière de recherche qui est globale, donc n'importe qui au fin fond de l'Ouganda comme à Stanford peut contribuer à l'amélioration de protocoles de soins, de dispositifs, de capteurs, etc., etc. Et vous pouvez en bénéficier localement, notamment dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Et ce phénomène provoque une accélération tout à fait considérable du système de médecine, mais aussi, encore une fois, de la qualité des protocoles de diagnostic, des systèmes de diagnostic. Donc les machines, mais aussi la big data en augmentant ce genre de choses. Donc la maladie de Parkinson, qui je crois est pas toujours très facile à détecter avec des systèmes traditionnels. Il y a quelqu'un qui a inventé un protocole où vous parlez au téléphone et je crois en moins de 3 minutes, on vous dit si vous avez la maladie de Parkinson ou pas. Et ça repose sur des algorithmes de big data où on a enregistré la voix d'une quantité très importante de gens en mode A/B testing, c'est-à-dire
groupe A, groupe B, des gens qui sont malades, des gens qui ne sont pas malades, des gens qui ont d'autres maladies, et on fait ce genre de choses. Donc ça, c'est une évolution qui est très significative, et encore une fois, avec le système de santé traditionnel, on ne peut pas en prendre facilement, on ne peut pas la mettre facilement en œuvre, parce qu'il faudrait intégrer au cœur de ce système l'intégration de data, la captation de data, et à chaque fois, on se heurte à une barrière qui est celle de protection de la vie privée, protection des individus, etc., etc. Et c'est une barrière légitime. Je ne la conteste pas, je dis juste qu'il faut s'interroger de savoir comment est-ce qu'on peut réussir à bénéficier du meilleur des deux mondes. L'autre notion qui, moi, m'interpelle beaucoup et que je trouve quand même assez impressionnante, c'est tout ce qu'on appelle les biochips. Donc il y a tout un tas de nouveaux capteurs, une nouvelle génération de capteurs. Il y a des capteurs que vous avalez et que vous recrachez par ce qu'on appelle les voies naturelles et qui sont capables d'attraper plein de données en traversant votre système digestif. Il y a des capteurs qui sont implantés sous la peau et qui sont des capteurs, dans certains cas, autodestructifs parce que c'est des capteurs électroniques mais biologiques, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est des transistors qui sont faits avec des matières destructibles, et ça, ces capteurs sont assez prometteurs. C'est surtout à Harvard qu'on travaille là-dessus. Et puis, il y a un nouveau capteur qui est assez impressionnant. Alors, l'annonce a été faite il y a quelques mois, mais avec une goutte de sang, vous relevez 500 paramètres vitaux. Donc, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous donner le détail de ces paramètres, mais je sais que, en particulier, c'est un capteur israélien au Bellevue Hospital. Ils sont très impressionnés par ce que permet de faire ce capteur, et ils disent que ça remplace des machines qui valent des millions de dollars ou des dizaines de milliers de dollars. Mais surtout, la caractéristique de ce capteur, c'est un capteur portable qui se connecte à un téléphone mobile. Donc vous voyez bien qu'il y a une rupture de paradigme qui est extrêmement forte. Je pourrais vous parler de la Google Smart Lens dont vous avez entendu parler, sur laquelle travaillent notamment des entreprises françaises, et qui brouille les pistes, qui les brouille notamment parce que beaucoup de ces capteurs n'appartiennent pas au système de santé. Donc vous pouvez aller acheter ces bracelets que tout le monde porte, vous allez avoir une mesure que votre médecin n'aura jamais de votre pouls, par exemple, et vous n'avez pas de stéthoscope, vous n'avez rien, et vous pouvez potentiellement donner ces données à votre médecin qui peut les utiliser. Et ça, c'est une notion, aux États-Unis, on appelle ça la confusion entre le health system et le wellness, le bien-être. Et cette confusion va devenir de plus en plus apparente. Et la raison pour laquelle j'ai effectivement posté cet article sur mon blog, c'est parce que je me suis dit qu'en l'absence de réforme, et je ne peux pas dire que je vois les prémices d'une réforme du système de santé, eh bien les gens vont arriver chez leur médecin, et je peux vous assurer que c'est quelque chose qui interpelle beaucoup de gens qui s'intéressent au système de santé de par le monde. Ils vont leur poser un papier sur la table et ils vont leur dire « Écoutez, c'est Google ou Apple qui me dit que j'ai telle maladie, j'ai besoin de telle ordonnance, est-ce que vous pouvez signer en bas? Je n'ai pas besoin que vous me preniez l'attention, je n'ai même pas besoin de discuter avec vous. » Ça, c'est une crainte, je crois, qu'on peut avoir à un horizon de temps très raisonnable. Je parle pour moi, 1 à 3 ans, on va commencer à voir ce genre de choses apparaître. Vous avez sans doute vu que Apple a annoncé dans la dernière release de son operating system d'avoir un carnet de santé électronique, et ça ne vient pas par hasard. Ça vient parce que Apple devrait lancer sans doute à la rentrée une série d'objets connectés, dont notamment des vêtements connectés. La société qui fait des casques audio qu'ils ont rachetés participerait à ce dessin. Ils veulent lancer une marque, d'après ce qui se dit en Californie, vous trouverez tout ça sur des blogs d'insiders californiens, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc la réalité, c'est que soit le modèle de santé tel qu'il existe est capable de se réformer, soit il va se ringardiser parce qu'il va être totalement dépassé par des protocoles
beaucoup plus efficace, beaucoup moins traumatisant. Et je trouve ça extrêmement dommage parce qu'on a eu un système qui était excellent, même si, je l'ai dit tout à l'heure, il coûte relativement cher. On s'est félicité à la fois du fait que ce système était républicain, en ce sens où voilà, on soigne à peu près tout le monde, et en même temps du fait qu'il avait un très haut niveau de standard. Et je crois que si on n'essaye pas de plonger ce système dans la modernité, encore une fois, acceptant de se poser des questions sur des débats nouveaux avec lesquels le système de santé n'est pas forcément à l'aise, la gestion de la donnée, la systématisation de l'épidémiologie par l'utilisation de la big data, eh bien, ce système de santé, ça sera un peu une relique comme l'est aujourd'hui le système d'éducation nationale, qui est dépassé par le privé, qui s'effondre dans PISA, etc., etc. Donc voilà la pente que ça risque de prendre. On est encore à un moment où on peut clairement reprendre en main notre destin. Et je dirais même plus, moi ce que je ne cesse de dire à nos ministres divers et variés, c'est l'opportunité de créer une filière française. Voilà. Et on peut, à cet égard, il y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes. Et notamment, il n'y a pas de normalisation. C'est-à-dire le système de santé tel qu'il existe n'est pas normé, tel qu'il pourrait exister. C'est-à-dire que voilà, on ne sait pas très bien comment ces dispositifs vont rentrer dans le système de santé. Et je pense qu'une des façons qu'on aurait d'arriver à le faire avancer, c'est de proposer des standards qui sont au départ potentiellement français, et puis qui pourraient devenir européens. Je vous rappelle qu'il y a un historique, c'est le GSM, ça a quand même plutôt bien marché. Il y a aujourd'hui 5,5 milliards de personnes qui utilisent un standard qui à la base vient du CNET à Lannion. Et donc, pourquoi ne pas réessayer ça? L'autre dynamique que je n'ai pas évoquée, ou en filigrane, mais qui me semble intéressante, c'est la notion de médecine participative. Je ne sais pas combien de vous connaissent des plateformes comme My Cancer Circle ou The Breast Cancer Site. C'est des plateformes américaines où quand vous avez votre oncologue vous dit bah, tiens, écoutez, c'est problématique pour vous, vous avez un cancer de tel type et on va vous soigner. Maintenant, les médecins américains vous disent et vous allez vous inscrire sur une de ces plateformes. Qu'est-ce qui se passe sur ces plateformes? Eh bien, vous avez rangé toutes les catégories de cancer et on vous dit, voilà, vous avez un cancer de tel type et donc vous allez inscrire dans telle catégorie. Et là, vous discutez avec des gens qui ont le même cancer que vous. Et alors, on ne peut pas dire que ce soit une étude scientifique, mais sur l'un de ces sites, vous avez une étude qui a été faite par un groupe de scientifiques, petite étude, une étude préalable, et qui dit, voilà, les gens qui sont inscrits sur ces plateformes, ils ont un taux de rémission qui est 25% supérieur à la moyenne américaine. Alors, le biais de l'étude, d'ailleurs qui est mentionné par les auteurs de l'étude, c'est qu'évidemment, les gens qui s'inscrivent sont a priori plus motivés que les autres. Donc ce biais est tout à fait reconnu. Mais au-delà de ça, ce que l'on vous dit quand même, c'est que dès lors que vous êtes sur cette plateforme, vous allez vous encourager mutuellement. Donc ça, c'est un premier bénéfice. Et on sait combien c'est important d'être motivé quand vous avez un cancer, combien le moral que vous avez va vous aider à vous rétablir. Et puis au-delà de ça, et ça c'est vraiment important, c'est que vous allez vous apercevoir que vous pouvez adapter votre protocole. C'est-à-dire que vous allez discuter avec des gens qui disent ben moi mon médecin il m'a dit de faire ça, et puis finalement c'est pas mal parce que je me sens mieux, etc. etc. Notamment la façon dont les gens s'alimentent. Vous savez qu'il faut éviter de manger trop sucré quand on a certains types de cancers, eh bien, est très importante. Donc ça, c'est une notion qui n'est pas du tout présente dans le système français. Et je crois qu'on parle beaucoup de DMP, encore de DMP, etc. Mais il y a d'autres voies. Et ce type de plateforme, je crois que c'est important qu'on y réfléchisse et qu'on se demande comment est-ce qu'on pourrait les intégrer. L'autre notion, j'en ai parlé, mais je voudrais quand même en reparler beaucoup, c'est le fait que ce n'est pas tout de dire il faut faire de la big data et l'épidémiologie, mais il faut savoir comment on va relier données personnelles à données anonymisées en traitement de masse. Ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce qu'on voit des signaux dans les traitements de masse et il faut être capable de répercuter ces signaux sur les individus.
Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, l'objet d'un débat de société. Il faut que la société civile, il faut que vous preniez ce débat en charge, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça. Et notamment, aux États-Unis, il y a un vrai débat sur... alors je vous cite beaucoup les États-Unis, mais parce que d'abord j'y passe du temps, et puis parce que malgré tout, même si leur système de santé est extrêmement déficient, ils se posent beaucoup de questions sur la façon dont ils pourraient l'améliorer avec la donnée. Et aux États-Unis, il y a un débat sur... vous connaissez tous le Blue Button, etc. Ce qu'on voit avec le Blue Button, c'est que... c'est assez étonnant, mais quand en gros vous traitez vos données, vous utilisez une plateforme de traitement de vos données, et on vous dit, écoutez, vous avez beaucoup de risques d'avoir un cancer, les gens répondent et disent, non mais moi c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de cancer dans ma famille et puis je fais du sport tous les jours. Et c'est à peu près systématique, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a un problème de rapport des individus à la donnée, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose que quand c'est votre médecin qui vous dit faites gaffe parce que là, il faut que vous arrêtiez de fumer, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça. Et dans le cadre de l'émergence du Blue Button, donc ce bouton qui permet de récupérer ces données dans tous les endroits où vous avez potentiellement des données qui vous intéressent, eh bien, on est en train de se demander aux États-Unis si, à partir du moment où vous allez commencer à faire de l'agrégation de données, on ne va pas vous imposer d'avoir une ouverture vers votre médecin traitant. Donc tout ça, ça participe du grand débat sur la réforme du système de santé. Et je crois que c'est très important d'avoir un débat sur le rapport de l'individu par rapport à la collectivité et le rapport contractuel qu'on a personnellement par rapport au système de soins. Aujourd'hui, le rapport contractuel, il est relativement limité. C'est-à-dire que moi, je crois que c'est Jean-Yves Robin qui me disait la carte de crédit, la carte de Vital, c'est Jean-Yves Robin qui était le patron de la ZIP, c'est une carte de crédit sans code. Je trouvais que c'était une assez bonne expression. Eh bien, il va falloir qu'on ait, je pense, à l'égard de la donnée, un rapport qui soit équilibré et qui soit notamment un rapport responsable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des traitements, on pourra sans doute vous prévenir de façon individuelle de tout un tas de choses, mais vous serez sans doute obligé d'accepter, si vous rentrez dans le système de santé, que vos données anonymisées soient traitées en masse, avec des risques de désanonymisation qui sont relativement importants. Et puis, je crois qu'au-delà de ça, ces notions de médecins tiers vont revenir, à mon avis, de façon assez forte dans le débat. Je ne crois pas qu'on laissera Apple faire des traitements médicaux sans qu'il y ait un débat sur la façon dont ils peuvent s'intégrer dans le système de soins. Une autre notion, je pense, qu'il faut aussi évoquer ici, c'est le rapport entre la médecine de ville et la médecine dans les hôpitaux, et en particulier sur, je sais que c'est un débat que vous avez régulièrement, sur l'hospitalisation à domicile, et notamment sur la façon dont les données, qui ne sont pas les mêmes, les données à domicile ne sont pas les mêmes, vont être traitées. Voilà, donc ça c'est quelques notions. Moi je ne suis pas là pour dire on doit faire comme ci, on doit faire comme ça, je suis plutôt là pour essayer de faire émerger le débat. De même, les données qui sont issues du monde sportif sont des données qui vont être évidemment extrêmement intéressantes. Et au-delà de ça, le traitement de ce qu'on appelle la sphère personnelle de données. Ça, c'est quelque chose qui va aussi rentrer dans le système de santé. Est-ce que quand vous passez devant un capteur, la donnée que vous générez vous appartient, vous rentrez dans un magasin, ou est-ce qu'elle appartient au magasin, ou aux deux? Et ça, je peux vous assurer que c'est des débats qui sont loin d'être tranchés et qui sont extrêmement intéressants. Je vous donne juste un exemple. On peut très bien dire, je m'en fiche de l'identité des gens, je les trace dans la rue, et finalement, je sais tout sur eux. Ça, c'est ce que permettent notamment les learning machines. On peut dire, voilà, je considère que tous les gens qui passent à tel endroit, qui ont un pull rouge et qui sont des barbus, sont potentiellement des consommateurs, et je leur affiche une publicité de ce type-là. Ou potentiellement sont des gens qui sont amenés à être malades de telle maladie. Et ça, encore une fois, c'est des notions qui sont très importantes. Il y a un autre enjeu qui est un enjeu essentiel, c'est la façon dont les tiers vont accéder à ces données.
Est-ce qu'un assureur a le droit d'accéder aux données épidémiologiques et de voir que dans des mailles d'iris faibles, sur certains endroits, parce qu'il y a du granit, les gens vont avoir beaucoup plus de risques d'avoir des cancers que d'autres. Ça, ce sont des choses qui sont immédiatement possibles aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez les couches géologiques qui sont extrêmement bien tracées en Bretagne. Notamment, il y a des nouveaux satellites qui ont été lancés par le CNES qui permettent d'avoir des précisions de l'ordre de 30 cm sur la caractéristique des sols. Ces données sont en open source. Les assureurs peuvent s'en emparer. Ils peuvent exclure des gens qui présenteraient un risque d'avoir des cancers de cette façon-là, de façon importante. Et puis, dernière notion, c'est la façon dont la recherche médicale doit évoluer. Et ça, je crois que, évidemment, elle s'est emparée des sujets de la big data, moi je le vois assez souvent, mais elle ne s'est pas emparée des sujets de la multitude. Je vous donne un exemple, il y a une plateforme, je vous invite à aller voir, ça s'appelle Foldit, c'est pour déplier des protéines. Eh bien, déplier des protéines, les ordinateurs ne savent pas le faire. Et c'est très important dans les sciences d'être capable de déplier les protéines. Et il y a des gens qui vont sur cette plateforme, qui n'ont aucune connaissance scientifique et qui visualisent des choses que personne ne voit et qui arrivent à déplier des protéines. C'est une des applications de l'utilisation de la multitude, du crowd dont je vous parlais tout à l'heure. Et je crois que de façon très anthropologique, la façon dont on innove est aussi en train de changer. Et je pense que cette caractéristique de l'innovation, qui permet d'ailleurs à des tas de startups d'émerger dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine médical, il faut absolument qu'on l'intègre comme une notion essentielle, cette innovation de rupture et transdisciplinaire, pour faire progresser aussi la médecine. Donc voilà quelques notions que je voulais évoquer avec vous. Je peux vous dire que ce débat est très loin d'être terminé, il ne fait que commencer, il n'a même pas eu lieu dans beaucoup de domaines, mais encore une fois, si je passe du temps à ça, c'est que je pense que vous êtes par définition les gens qui sont les plus à même de le porter. Et je finirai en disant une chose que je dis assez souvent dans des conférences, pas forcément sur le domaine de la médecine, mais s'il y a bien une chose que je crois, c'est cette affirmation de Pancho Villa qui a un jour dit « 100 hommes décidés font une révolution ». Et voilà. Et je pense que 100 personnes qui portent des idées fortes sont capables de faire changer les choses. Quand moi je suis arrivé au Conseil national du numérique, je peux vous dire que les ministres entravaient absolument rien au numérique. Absolument rien. On est 3 ans plus tard, il y a une forte évolution. Ils comprennent mieux, pas encore assez. Moi je leur mettrais 7 sur 20, je leur mettais 1 ou 2 sur 20. Il faut qu'on accélère ça. Et je pense que, vu que vous êtes des gens qui êtes des acteurs les plus sans doute emblématiques dans le domaine du numérique et de la santé, c'est à vous aussi de faire émerger une pensée politique à cet égard. C'est votre rôle. Et c'est aussi pour ça que je suis là, c'est pour partager ces notions avec vous. Je vous remercie beaucoup.